Projecteur sur le secteur forestier, le thème de ce débat pour lequel j'ai le plaisir de recevoir depuis un certain temps ici, depuis quelques minutes ici sur ce plateau, M. François Bikindou, journaliste, directeur de publication du journal Le Troubadour. Et en face de vous, vous avez M. Clovin Saint-Bozir, il est de la société civile, je l'ai dit, on aime bien l'appeler M. Chiffre à la Cité. Et puis, encore en face de vous, il y a M. Romy Kokilas, il est journaliste. Alors, une question avant de poursuivre. On ne comprend pas comment se sont faites ces exportations. On a comme l'impression qu'il y avait toute une opacité dedans et que les hauts responsables le savaient finalement. En fait, à la base, il y avait, et nous, le Troubadour, on a réussi justement, par rapport à nos sources, à obtenir un document qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Et donc, je vais vous lire un extrait. En fait, les lois de finances 2016 et 2017 avaient autorisé les exportations au-dessus du quota 85/15, assujettis au paiement d'une taxe additionnelle de 30% de la valeur free on truck pour chaque zone de production. Et donc, en application des dispositions de ces deux lois de finances, le ministre de l'économie forestière avait autorisé des exportations par dérogation à la quasi-totalité des entreprises forestières. En fait, toute cette opacité s'est jouée au niveau de ces exportations ayant bénéficié donc de cette dérogation. Et je crois que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille justement des enquêteurs et donc qui ont remonté, pour ainsi dire, les différentes filières pour aboutir aux résultats auxquels nous avons assisté hier. Clovin, est-ce qu'on fait comme ça finalement? Bon, les exportations par dérogation. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une situation où parfois, j'ai l'habitude de dire que le pays était devenu dans une mégestion tellement totale que chaque ministère faisait sa loi selon son gré, sans pourtant tenir compte du respect des termes qui régissent les finances publiques. Parce que je prends l'exemple, par exemple, ce qu'il vous dit. Donc, les exportations, par exemple, pour 2015, c'est 700 000 mètres cubes de grumes qui ont été exportés, principalement vers l'Asie. Mais si vous avez déjà autour de 700 000 mètres cubes exportés, que vous avez 570 000 qui ont été, c'est ça non, qui ont été exonérés, vous imaginez à quel point la situation se présente dans notre pays. Donc, devant un tel scandale, en réalité, la première des choses à faire aujourd'hui, ce n'est pas de dire que, bon, est-ce que ça a été bien fait ou mal fait? Il faut sanctionner, c'est-à-dire que malgré tout ce que le gouvernement va faire, malgré tous les engagements que le président va prendre vis-à-vis de son gouvernement et des citoyens, si, après une telle découverte, on ne sanctionne pas, avant même d'amener au tribunal comme les gens l'imaginent, il faut d'abord démettre ailleurs. Le ministre de l'économie forestière allait démissionner, le directeur général de la douane allait démissionner, le directeur général des forêts allait démissionner, et tous ceux de la douane impliqués allaient être arrêtés, suspendus d'abord et mis à la disposition du tribunal de la justice. Or, qu'est-ce qui va se passer? Nous espérons que ça ne va pas être ça, où bon, on a sanctionné, puis on prend l'argent, on met au trésor. Et là aussi, il y a un vrai problème. Cet argent n'est pas budgétisé. Or, pour que le citoyen lambda se rende compte que oui, cette lutte est profitable pour le Congo, il faudrait qu'il y ait un programme spécial pour les fonds qui vont être récupérés auprès des entreprises. Et non seulement les entreprises, parce que là, jusque-là, on n'a parlé que des entreprises. Il faut qu'on récupère les fonds auprès de ceux qui avaient la mission de gérer cette structure qui était à l'origine de l'évaporation financière, parce qu'ils n'ont pas laissé passer ce bois gratuitement. C'est les gens qui ont eu des pourboires, c'est les gens qui ont eu de l'argent pour laisser passer cet argent, soit qu'ils ne récupèrent la part qui revenait à l'État. Donc il faut regarder, et pour regarder le style de vie, je le dis ici sur le plateau, que ce n'est pas la peine d'imaginer, comme on dit, on fait des imaginations. Il faut voir le rythme de vie. Quel est le revenu moyen d'un douanier? On connaît combien gagne un douanier, même le plus élevé au plus haut grade. Maintenant, quand vous regardez son standing de vie par rapport à son revenu, c'est au-delà même à 150 ou à 300% de son revenu. Où trouve-t-il de l'argent? C'est en ce moment-là qu'on peut réussir à cadrer les choses pour que ceux qui vont venir par la suite ne puissent pas conclure dans cette voie. Tant qu'on ne va pas sanctionner, tant
tant que sur cette mesure-là, on ne va pas prendre des mesures pour que les personnes responsables de ces actes-là soient réprimandées, soient même parfois virées de la fonction publique, en ce moment-là, il n'y aurait aucun modèle pour que les autres disent « Ah, on a assez fait, ça ne sert pas de continuer ». Ça, c'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'utilisation de ces fonds. Nous avons, par exemple, aujourd'hui, nos hôpitaux qui ont un problème. Si l'État peut dire, écoutez, nous, on a récupéré 2 milliards, il reste 10 à récupérer de cet argent, ou 12 à récupérer, cet argent va servir spécialement à redresser le CHU en refinançant. Quand le peuple va voir que l'argent qui a été récupéré auprès des voleurs, auprès des entreprises qui n'a pas été payé, sert maintenant à redresser le CHU, tout le monde va applaudir. Mais sinon, à quoi ça va servir que cet argent rentre dans les caisses pour ressortir par une autre voie? Pour votre information, hier à la communication, j'étais présent, le directeur de cabinet chef de l'État, le ministre d'État Florent Tiba avait dit qu'une fois que cet argent est récupéré, ils vont s'occuper de la question du CHU, des pensions de retraite et même régulariser les salaires. Il a dit ce... Voilà, donc il y a déjà un projet qui est là pour... Il y a déjà une perspective. Voilà. D'accord, là le peuple sera content. Je rebondis, avec votre permission, je rebondis sur ce que Arsène a dit tout à l'heure. Je pense qu'on a eu l'impression que l'impunité était érigée en mode de gestion dans ce pays. Et que la crise nous a rattrapés, et la crise nous oblige aujourd'hui à utiliser la sanction comme mode de gouvernement aujourd'hui. Et si on n'arrive pas à utiliser la sanction, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pays va disparaître. Il nous faut utiliser la sanction, c'est la sanction qui va faire en sorte que les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie soient réhabilitées. Sans la sanction, tout va aller comme si on n'avait rien fait. Et je pense que c'est un bon signal, ce qui vient de se passer, et c'est encouragé. Maintenant, c'est aux Congolais, aux responsables, à quelque niveau qu'ils se trouvent, de pouvoir se jeter dans cette lutte-là. Nous, en tant que journalistes, on s'est dit, bon, mais nous, on s'investit dans l'investigation. C'est par l'investigation que les scandales d'État ont éclaté sous d'autres cieux. C'est par l'investigation également qu'on a réussi à mettre à nu ce qui se tramait donc, au ministère de l'économie forestière. Et donc, on va continuer sur cette lancée. Donc, mais vivement la sanction. Vivement la sanction. Mais en même temps, je voudrais dire à Arsène qu'il y a eu, je crois, 4 cadres du ministère de l'économie forestière qui sont sous les verrous. Mais je pense que ça va se poursuivre. Comme vous l'avez dit, jusqu'au douanier, à l'inspecteur des impôts, mais il y a l'étalage d'une richesse qui ne reflète pas le pouvoir d'achat. Hein, donc il faut absolument qu'on revienne un peu sur certains fondamentaux, comme à l'époque du parti unique, quand on construisait une maison à étage, mais la sécurité d'État vous appelait pour vous dire, camarades, vous construisez telle maison, mais vous ne gagnez que 100 000 francs CFA. Est-ce que vous pouvez nous dire par quelle opération du Saint-Esprit vous arrivez à réaliser ce genre de prouesse? Donc, il faut vraiment la sanction, il faut vraiment la rigueur, et c'est ça la voie de l'avenir, et c'est ça qui va faire que ce Congo puisse aller de l'avant. Monsieur Okilas, une réaction? Merci bien. Effectivement, la réaction, c'est voir comment faire. Donc, comment faire, c'est rester un leitmotiv chez les journalistes, chez le Congolais lambda. Comment faire en face de ces scandales. Effectivement, je suis obligé de parler comme lui, je suis dans l'obligation. Parce qu'en face de tels scandales, le problème aujourd'hui, plus une lutte encore des antivaleurs. Les antivaleurs sont ancrées dans l'homme. Il n'y a que la justice qui doit faire ce travail. Franchement, c'est triste lorsque la justice n'arrive pas à se saisir de tout ça. Et vous voyez bien que ça se passe dans un secteur, et là, le secteur du bois, le réflexe, c'est de se poser la question, mais où était le garant de ce secteur? Fallait-il attendre le chef de l'État pour intimer l'ordre? Voyez-vous? Et quand vous irez à la douane, il faut que le chef de l'État donne de la pulsion. Vous allez à la santé, c'est la même chose. C'est quand même triste. Ça démontre que la
corruption a atteint son paroxysme dans les administrations de l'État. L'État est pourri dans ce sens. En fait, c'est l'homme. Nous avons des mauvais gestionnaires. Comment corriger? Mais nous ne sommes pas parfaits, s'il vous plaît. L'esprit de la loi voudrait que la loi soit créée. Plutôt, la loi a été créée par l'homme dans le but de se corriger nous-mêmes. Mais il nous manque ce courage humain d'appliquer la loi contre nous-mêmes. Et là, j'interpelle la justice congolaise, quand même. Parce que, quand je suis ça à la RFI, quand je suis ça sur la voie de l'Amérique, vous savez, c'est des grandes démocraties. Mais la question de ce débat que j'ai suivi, c'est celle de dire, mais où est la place de la justice au Congo? Le président n'arrêtera pas d'interpeller. Mais quel est le rôle de la justice dans cette lutte contre les antivaleurs? On dit bien anti-valeurs. Et quelque part, j'ai suivi la commission parler des crimes économiques. Moi, j'aime bien ce mot. À un crime, des criminels, aux criminels. Des sanctions. Des sanctions, mais juridiques. Donc aujourd'hui, il ne faut oublier pas que la justice ne nous aide pas à faire aboutir cette lutte. Et pour chuter, mais pourquoi la question de la douane reste tabou? Et voilà la douane qui vient de susciter encore notre attention, alors que j'ai bien dit, elle pue un mauvais parfum déjà. Mais là encore, c'est la douane. Alors, faut-il continuer à observer la douane comme ça sans fourrer le nez? En tout cas là, si la justice ne se saisit pas de ces dossiers pour terminer, alors la justice n'accompagne pas. Alors on va faire un dernier tour de parole, on donne à M. Clovin, puis on revient chez vous et on repart à la régie pour suivre un extrait. Bon, en fait, comment faire pour corriger? Monsieur le journaliste, je suis parmi ceux qui pensent que l'articulation des programmes dans le temps et dans l'espace est une condition nécessaire à l'apparition d'un processus cumulatif. C'est-à-dire? Un processus cumulatif, c'est un processus qui fait que les choses s'étalent de façon ordonnée, s'accumulent, parce que tout est planifié dans le temps et dans l'espace. Or, pour y aboutir, avoir un processus qui est maintenu, entretenu, et il faut à tout prix que les ingrédients, c'est-à-dire que le gouvernement investisse dans le capital humain. C'est le capital humain qui va créer, qui va entraîner la productivité par le biais de la croissance. Or, qu'est-ce qui se passe? Le capital humain chez nous subit un problème. Le capital humain, pour l'avoir, il faut mettre de véritables efforts dans l'éducation, dans la formation, dans la recherche. Or, depuis un certain moment, c'est grâce à l'éducation, en fait, plutôt, que le pays va retrouver les valeurs positives qui vont permettre que tout ce qu'on appelle anti-valeurs puisse disparaître. Or, l'éducation a été détruite au point où le Congo, qui était un modèle dans la formation, a perdu cette place-là dans le concert des nations. Et quelle est la conséquence? On a vu maintenant se développer, faute de capital humain encadré, les valeurs négatives qui ont pris le dessus au point où il n'y a plus de repères. Ce pays, quand on regardait, par exemple, on dit professeur Mbouramoué, c'était un repère pour les médecins parce que c'était un modèle, c'était de l'éthique. Quand on dit le professeur Elenga Gamporo, tout le monde tremblait. Ce n'était pas pour leur richesse, c'était à cause de l'éthique, à cause de leur qualité intellectuelle. Quand on partait dans le commerce, on dit Ebina Daniel. Tout le monde savait que c'est un repère. Tous ceux qui voulaient faire le commerce s'orientaient. Dites-moi aujourd'hui quel est le repère dans notre pays, dans tous les secteurs. Il n'y a aucun repère qui peut permettre aux gens de dire voici le modèle à suivre. Tout le monde, par exemple, qui ont accédé à la richesse dans ce pays, n'a aucune référence antérieure pour dire voici les efforts accomplis par tel opérateur pour qu'il devienne ce qu'il est. Il n'y a plus de référence, il n'y a plus de repère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans le pays? Il faut à tout prix reprendre la position d'autrefois en mettant l'accent sur la formation, tant que les richesses de notre pays ne vont pas servir à former, à éduquer et à faire la recherche pour que le modèle de développement ne dépende plus des ressources naturelles, comme c'est le cas actuellement, nous allons courir droit vers un chaos. Or, cela ne peut arriver que lorsque le gouvernement peut sortir une vision. Quelle est la vision du gouvernement pour accéder à un développement harmonisé sur le long terme qui va être accompagné au moyen terme d'une stratégie qui va être déclinée en différents programmes qui puissent permettre au pays d'accéder vraiment à la voie de la croissance. Il n'y en a pas. Donc, tant qu'il n'y a pas ces choses-là,
nous pouvons faire des théories. La justice, comme mon ami vient de le dire, elle est composée de personnes telles qu'on connaît aujourd'hui, où, sur le plan moral, tout le monde n'a plus confiance. Le citoyen n'a plus confiance à cette justice. On va accorder la parole à M. Dikindou. On voit que c'est très passionnant, mais bon. Exactement, c'est très passionnant. Il a abordé un peu. Mais il a tout dit, pratiquement. Ouais. Je pense que même, je suis tenté de dire que quand on parle de justice, quand on parle de lutte contre les antivaleurs avec les différents détournements et tout ça, on voit pour ainsi dire les choses sur le gros bout de la lorgnette. Parce que, en fait, la question de fond, c'est une question de morale. Cette crise est avant tout, la crise économique est avant tout une crise morale. Est-ce que ce n'est pas une crise du civisme aussi, quelque part? Mais c'est une crise morale. Le civisme, oui. Oui, c'est une crise morale. Le fait qu'on touche à la chose publique, mais sans aucun état d'âme, mais ça relève d'une éducation, d'une certaine éducation. Bon, là, on ne parle même pas d'éducation. On ne parle même pas d'éducation. Ça relève d'une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation. Donc, en fait, tout le monde doit être mis dans le même sac. Et les responsables, et les Congolais eux-mêmes. Mais on a vu ça pendant la manne pétrolière. Quand on était à un poste de responsabilité et qu'on ne volait pas, qu'est-ce que les parents nous disaient? Mais le cabri broute l'herbe là où il est attaché. On vient te nommer, et puis bon... et le fait d'être rigoureux, mais c'était considéré comme une valeur négative. Il faut revoir l'éducation civique alors. Voilà. Il faut revoir l'éducation civique. Donc chacun a érigé le vol, la corruption, mais en une valeur positive. En une valeur positive. Or, heureusement, et je crois que je l'avais dit dans l'un de mes éditoriaux, heureusement qu'il y a eu la crise. Parce que c'est cette crise-là, justement, mais qui nous met devant nous-mêmes, devant notre glace. Et cette glace-là nous renvoie, mais les travers de notre société, c'est nos propres travers. Et je pense que comme c'est le peuple qui souffre le plus, et je crois que c'est le peuple aujourd'hui qui se bat avec ses moyens et qui exprime le vœu de voir les grandes valeurs être réhabilitées. Mais donc, et le peuple donc a pris, compte tenu de la précarité de sa situation, le peuple a pris un train d'avance par rapport aux gouvernants qui, eux, ont un pouvoir d'achat confortable, qui peuvent continuer à vivre comme s'il n'y avait pas de crise. Et donc, c'est ça. Et donc, grâce à la crise aujourd'hui, on devrait se remettre en question, mais cette crise est avant tout morale. Et je rebondis sur ce que Arsène a dit. Il nous faut retrouver les fondamentaux, les grands fondamentaux. Et c'est l'éducation. Et il nous faut maintenant utiliser les richesses qu'on a pour investir ces richesses-là, mais dans l'éducation, dans la conscientisation. Et je crois que la ministre Doukaga a énormément du pain sur la planche. Du pain sur la planche. Même d'autres mais à quelques niveaux qu'on se trouve, même les chefs, les papas, les mamans et tout ça, mais à quelques niveaux qu'on se trouve, il faut vraiment qu'on mette la main à la pâte. On l'a compris, on va prendre une pause, puis on va revenir. On prend quand même la pause pour suivre cette fois-ci à monsieur qui donne son avis sur la façon dont le Congo est géré. Il parle des actions du gouvernement et de tous les gouvernants. Il s'agit de monsieur Joseph Kinyumbi Kiambungu. On écoute. L'occasion était toute indiquée pour Joseph Kinyumbi Kiambungu de se prononcer sur l'état de santé du Congo. Au dire du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le 14 août dernier, qui affirme que le Congo est loin d'une banqueroute, malgré la crise financière, Kinyumbi Kiambungu pense le contraire. Banqueroute, puisque les retraités sont à 15 mois sans pension, les étudiants n'ont plus de bourse d'études depuis 2 ans, voire plus, le CHU, l'hôpital de Luangili, à Pointe-Noire, l'hôpital Adolphe Cissé, l'université Marien Ngouabi, l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, le gouvernement, les conseils municipaux et départementaux, toutes les autres institutions, nous en passons, sont à 9 mois ou 2 ans d'arriéré d'indemnité ou de salaire. Mais Joseph Kinyumbi Kiambungu ne s'arrête pas là. Les auteurs de cette banqueroute sont connus, parlant de la dissolution de la commission de lutte contre la corruption par le Conseil des ministres du 20 septembre dernier.
Le Conseil des ministres venait de dissoudre la commission de lutte contre la corruption. Cette levée de bouclier, derrière elle, tout le monde, et particulièrement le gouvernement, a peur que toute la haute administration publique congolaise soit éclaboussée dans des scandales qui en réalité n'épargnent personne. Il s'est aussi prononcé sur l'absence des mesures radicales à prendre par le gouvernement pour sortir le Congo de la crise. Par ailleurs, le Premier ministre, dans son incapacité à être politiquement courageux pour imposer au pays des réformes salvatrices contre la corruption presque institutionnalisée qui gangrène la haute administration congolaise, s'est plutôt investi dans la mise en place et la présentation du plan national de développement PND 2018-2022. Il s'agit là d'un véritable écran de fumée, bon pour amuser la galerie par son caractère bricolé et irréaliste. Toutefois, il y a lieu de se poser la question suivante. Pourquoi le dernier Conseil des ministres du 20 septembre a décidé de relancer la déclaration du patrimoine pour toute personne nommée aux hautes fonctions, si ce même Conseil des ministres encourage les antivaleurs, pour ainsi dire? Suivre le président de la chaîne, Joseph Kinyumbi Kiambungu. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? On commence par vous, monsieur Rodrigo Pilas. Oui, je n'irai pas en profondeur. Parce que le jour que j'ai savouré ces dires dans cette salle, je dis enfin législateur qui courageusement arrive à faire une lecture d'une question qui n'est pas politique, mais nationale. Cette lecture qu'il a eu à faire, c'est bien, il faut le dire, c'est son droit aussi. En tout cas, il s'était corsé à son niveau, mais c'est ça, c'est dire que tout le problème se pose autour de l'homme, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Vous savez, s'il y a un secteur ou un domaine difficile à redresser, c'est l'homme. Parce que les scientifiques, les financiers, les économistes nous parlent, nous démontrent que l'homme est un moteur de développement. Et le plus grave, c'est qu'au Congo, nous ne prenons pas conscience de cela. J'ai suivi, mon frère dire, l'enlace depuis le début. Et si nous ne prenons pas conscience de cette lutte, c'est le pays qui va disparaître. Mais oui, le pays, c'est les hommes. Vous savez, ça, ce que nous décrivons ici atteint le paroxysme au point où c'est devenu des politiques à défendre. Or, il s'agit des valeurs. Moi, je me pose la question, soyons un peu humanistes. Quel courage celui qui est appelé homme à des hautes fonctions peut voler les biens de l'État? Se pose-t-il la question de savoir s'il est homme? Or, l'homme, c'est celui-là qui se définit par des valeurs contrairement à celles qui ne sont pas des hommes, c'est-à-dire des animaux. Mais c'est grave, c'est grave. Il n'y a pas un plus grand crime que celui-là, le crime moral. Et lorsqu'on dit les antivaleurs, je me pose la question, est-ce que les administrateurs prennent le temps de comprendre cela, de comprendre cette philosophie? Lorsqu'on dit antivaleurs, c'est-à-dire vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de morale. Mais si vous n'avez pas de morale, qui êtes-vous? Mais vous êtes un dangereux pour la société, je le dirais comme ça ferait rire. Mais franchement, vous êtes des criminels, c'est des crimes. Mais attendez, mon frère, pour juste un morceau d'ivoire trafiqué quelque part, nous suivons la télé, il y a des procès. Mais à plus forte raison du droit, c'est un exemple. Mais donc, s'il faut faire un travail sur l'homme, nous devons tenir compte du fait qu'il faut stratifier l'homme. Mais cette génération qui est la nôtre est déjà pourrie. Est-ce que vous pensez que vous allez encore la civiliser? J'utilise bien le mot. Parce que l'homme s'est déconstruit par ces mauvaises pratiques. Combien de temps aurons-nous pour civiliser? C'est là où je dis à côté. Il faut sauver la jeune génération de cette pourriture que nous les avons inculquée, de ces mauvaises pratiques, par l'éducation. Nous avons même demandé d'intégrer cette politique, la lutte contre les valeurs dans les programmes scolaires. Est-ce que c'est fait? Mais non, pour chuter. Mais il faut, à cette vieille classe, à nos générations, appliquer de la sanction. Sinon, les grandes démocraties, les pays civilisés n'entretenaient pas des justices. Okay, vous voyez comment la justice travaille. Donc, en attendant justement qu'on forme une nouvelle génération, tout ça, vous l'avez dit, il faut privilégier la sanction. Et c'est pourquoi j'ai aimé particulièrement Monsieur Kinyumbi Kiambungu, qui assène une critique acerbe au gouvernement et particulièrement au Premier ministre. Il faut bien un Premier ministre qui moule le maillot. Il faut un Premier ministre qui descende, qui plonge les mains dans le cambouis. Or, malheureusement, on a l'impression que
le Premier ministre n'est pas à la mesure, tout ce qu'il entreprend ne correspond pas à la mesure de la tâche, de l'immensité de la tâche, de la gravité de notre situation. Donc il est relativement absent, et c'est pourquoi vraiment il faut qu'il se ressaisisse. Et même cette lutte contre les antivaleurs, on ne l'a vraiment pas vue. On l'a pas vu. Et pire, c'est qu'il a donné des signaux qui allaient dans un sens contraire, c'est-à-dire des signaux qui allaient dans le sens du découragement de ceux qui voulaient vraiment combattre les antivaleurs. Et même il les a découragés et les a intimidés en disant qu'en face il y avait des réseaux mafieux et il fallait faire extrêmement attention. Alors est-ce que vous pensez, cher monsieur, quand je lis le Troubadour, on me dit ceci: le ministre Rigobert Mabundu, entendu par la DGST, bon évidemment la DGST demande à entendre la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo. Entre-temps, on parle du ministre en charge des hydrocarbures qui avait été entendu par l'ancienne commission de lutte contre la fraude, la concussion et tout ce que vous savez. Est-ce que, M. Hassen, votre analyse voudrait peut-être dire que lorsque 3 ministres sont inculpés comme ça, ben, le Premier ministre démissionne? Bon, en réalité, si vous observez bien la société actuellement, les citoyens n'ont plus confiance à ce gouvernement, ne croient plus à ce gouvernement. Parce que tous ceux qui sont ministres à 70 ou 60% dans ce gouvernement, les gens ne les acceptent plus parce qu'ils sont impliqués dans tel ou tel présumé, dans tel ou tel cas de détournement de fonds, de ceci, de cela. Donc, à compter de ce moment, nous avons vu, je l'ai dit, je crois sur ce plateau, que je crois c'est au Nigeria ou au Kenya, dès que la ministre des Finances a été citée dans une affaire même qui n'a rien à voir avec la transparence ou la mauvaise gestion, juste pour sa formation antérieure, pour ne pas salir l'image du gouvernement, il a quitté. Mais dans notre pays, vous avez des ministres qu'on cite dans les cas de corruption, de détournement de fonds, même si c'est présumé, mais pour se libérer, pour permettre au gouvernement d'être efficace. Toutes ces personnes devraient quitter le gouvernement pour laisser la place aux gens qui sont intègres, pour lesquels on ne reproche rien. Une fois qu'ils vont se rendre auprès de la justice, qui sont blanchis, alors le président de la République peut les réhabiliter comme il le veut. Mais pour le moment, les citoyens ne les acceptent plus parce que, ils ont un rythme de vie qui est au-dessus même des moyens qu'il devrait y avoir. C'est des gens qui se retrouvent avec des richesses à outrance à travers tout le pays. Vous avez des gens qui ont 200 immeubles, 100 immeubles à travers le pays. Mais quand déjà un ministre ou bien un directeur général se retrouve avec 20 parcelles ou 200 parcelles, on sait que la parcelle est achetée à 100 millions, 300 millions. En ce moment-là, vous pensez que le citoyen peut encore faire confiance à cette personne, combien même il a eu ses propres moyens, qu'il faut d'abord justifier. Mais le protectionnisme gouvernemental qui se dégage. Moi, je me pose la question. Il y a une solidarité. Voilà. Oui, c'est ce que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que, d'un côté, le gouvernement fait une conférence de presse pour dire qu'il ne faut pas citer les noms des gens, il faut attendre. Mais on prend les simples citoyens qui étaient absents au boulot, qui se trouvent dans un bar en train de prendre sa petite nourriture, tout simplement parce que dans les ministères, les restaurants, les cafés qui étaient réservés pour les travailleurs, on en a donné aux parents, aux amis qui font le plat à 5 000. Le travailleur congolais avec son revenu ne pouvant pas manger dans ce restaurant, est obligé d'aller manger à Bichou, il achète le plat à 1000 francs. Mais on cite le nom en plein conseil des ministres pour dire qu'il ne travaille pas. Mais pendant ce temps, tous ceux qu'on connaît, qu'ils ont pillé l'argent du pays, soupçonnés, parce que je ne reproche rien à quelqu'un parce qu'il faut des preuves, mais les preuves, ce sont leurs immeubles qui envoient partout à travers le pays. Ça, au moins, il faut qu'ils le justifient. D'ailleurs, en ce moment-là, ceux-là, on ne cite pas, on les protège, mais les pauvres citoyens qui mangent mal chez eux, qui profitent même du plat de biche pour manger un petit poisson d'eau douce, on publie à la télévision pour dire qu'il ne vient pas au travail. Et il faut qu'on revoie les choses, il faut qu'on reforme l'État pour qu'on arrive à un vrai... Il y a une crise de confiance entre le gouvernement et le peuple. Et donc, en fait, ce gouvernement devrait démissionner, de mon point de vue. Ce gouvernement devrait démissionner, même à la limite, dans d'autres pays, ils allaient repartir, il y a une à l'Assemblée, pour demander si l'Assemblée continuait à faire confiance, il y a une expression, je pense, mais ce gouvernement, aux yeux du peuple, s'il y avait un institut de sondage, je crois que ce gouvernement est vraiment au bas. Mais il nous reste une minute, en 30 secondes. Je dirais effectivement, comme M. Bikindou,
comment comprendre que la plupart sont ceux-là qui sont soupçonnés? Mais il y a un problème, il y a anguille sous roche. Quand vous êtes dans le cabinet du Premier ministre, du directeur du cabinet, un gros dossier, aujourd'hui, il a ses anciens collaborateurs qui, aujourd'hui, sont sous les verrous. Mais pour l'honneur, pour la fierté d'un État, moi, je pense que si on va retarder dans le traitement de ces dossiers, un gouvernement où vous avez moins 2, 3, 4 qui sont soupçonnés, le problème, c'est de faire comme ailleurs, s'il vous plaît. Nous avons adopté cette démocratie, n'est pas nôtre. Il faut qu'on respecte les règles. Mettez d'abord ces derniers à côté, à la disposition de la justice. Ils sont soupçonnés, on les écoute, car après, on saura avec qui joue le jeu. Mais sinon, continuez à les garder. Qu'est-ce que le Congolais va penser de ces derniers? Qu'est-ce que le Congolais va penser du pouvoir? Qu'est-ce que le Congolais aujourd'hui pense de la gestion du pays? Et lorsque le journaliste l'a dit de la sorte, on donne l'impression que c'est lui qui est à l'origine de ce combat contre les antivaleurs, alors que là, chapeau pour le gouvernement, pour la présidence. Merci beaucoup. Ça a été cité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le débat est passionnant, mais en télévision, l'heure c'est l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat placé sous le thème projecteur sur le secteur forestier. Aujourd'hui, on parle du secteur forestier. Peut-être que demain, on parlera du secteur pétrolier ou de l'agriculture. En tout cas, on ne sait pas trop. Vous avez dit coup de chapeau à la commission. Ben, c'est bien. C'est vous qui le pensez. Je n'ai pas de commentaire à faire. Juste dire aux téléspectateurs, merci d'avoir été les nôtres. Monsieur François Bikindou, merci. Mais revenez vite dans votre nouveau genre. L'investigation. L'investigation dès la semaine prochaine. Monsieur René Gopinas, merci. Monsieur Chiffre, Monsieur Clovis Hassan Gozir, merci. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. Au revoir.